chers étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, je suis particulièrement ravi de vous accueillir à nouveau cette semaine, et particulièrement ce soir, où nos deux associations, Les Rencontres et Solidarité, s'associent pour recevoir M. Thomas Ribémont, le président d'Action contre la faim. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement les membres de Solidarité qui sont à l'initiative et qui conduiront cette conférence, mais également tous mes collègues des Rencontres qui sont venus en appui pour sa réalisation. Merci à vous, Thomas Ribémont, d'avoir accepté l'invitation des étudiants de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et de vous être déplacé dans notre institut. C'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir pour évoquer votre engagement au sein de l'organisation humanitaire Action contre la faim, qui a été donc fondée en 1979 et dont vous avez pris la présidence en 2016. Vous assumez par ailleurs les fonctions de maître de conférence en sciences politiques à l'université Sorbonne Paris-Cité, où vous dirigez le Master 2 de coopération internationale et ONG. Ancien élève de Sciences Po Grenoble, titulaire d'un doctorat de sciences politiques de l'université Paris-Dauphine, vous êtes également professeur à Sciences Po Paris et à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle. Vous êtes l'auteur de différents ouvrages, Introduction au droit des étrangers en France, paru en 2012, et Sous conditions et sous contraintes, hébergement des demandeurs d'asile en France. Vous travaillez comme chercheur au Centre de recherche sur l'action locale et au Centre d'études politiques de l'Europe latine de l'Université de Montpellier. Enfin, vous avez publié plusieurs articles et co-dirigé la collection Cahiers politiques des éditions L'Harmattan, pour laquelle vous avez coédité 3 ouvrages avec Dominique Daman, Expertise et engagement politique en 2001, avec Philippe Blanchard, Méthode des sciences sociales, innovation et renouvellement en 2003, enfin avec Sylvain Meillet et Marie-Cécile Nave, Travailler avec Foucault, Retour sur le politique en 2005. En parallèle de vos activités d'enseignant, vous intégrez le conseil d'administration d'Action contre la faim en 2011. Vous présiderez les comités d'audit et comités d'éthique avant de prendre, donc, en 2016, la présidence d'une ONG dont la principale mission est de combattre le fléau de la faim. Nous connaissons tous, je pense, les courses contre la faim auxquelles les jeunes collégiens que nous étions participions, parfois avec enthousiasme. Quand je repense moi-même à cette époque, il est rare que cela m'évoque de bons souvenirs. Courir en plein soleil pour récolter un argent qu'il m'aurait suffi de donner, quelle corvée! Et pourtant, rassurez-vous, tant il est vrai qu'aujourd'hui, la démarche m'apparaît sous un autre jour, celui de la sensibilisation. Je crois en effet que le succès de votre association repose sur sa capacité, non seulement à faire appel à notre générosité, mais aussi à provoquer chez nous ce sentiment d'empathie. Courir contre la faim, c'est vivre un engagement. C'est abandonner son cours de maths pour consacrer de son temps à un autre que l'on ne connaît pas. C'est, au fond, la plus belle générosité que l'on puisse attendre d'un étudiant. Et en ce sens, je suis fier aujourd'hui de vous dire que j'ai enfin compris. Mais ce n'est pas tout, et ce ne serait pas rendre justice à l'action d'Action contre la faim, et de réduire votre travail simplement à cette œuvre de sensibilisation que vous accomplissez, puisque vous menez en effet le combat beaucoup plus loin, vous le menez sur le terrain. Action contre la faim, c'est une organisation présente dans 47 pays, principalement en Afrique, mais aussi en Asie, dans les Caraïbes, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et enfin l'Europe. C'est avant tout une mission, sauver des vies par la prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition. C'est surtout un engagement qui repousse les frontières même de la guerre, puisque vous n'hésitez pas à intervenir sur des théâtres de conflits ou d'opérations militaires. Juste un chiffre, mesdames et messieurs, ou plutôt un nombre pour être exact. 13 millions. 13 millions de personnes secourues par vos interventions en 2014. Pour aller plus loin, vous avez pris la parole à votre entrée en fonction pour interpeller la France notamment, pour appeler à un engagement plus fort des pouvoirs politiques dans l'aide publique au développement. J'ai même lu votre tribune dans Libération, celle en date de mars 2016, où vous étendez votre appel à toute la population. Cessons d'accepter lâchement l'intolérable. C'est le titre. Non, réellement, j'ai fait cet effort de la lire jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est votre dernier paragraphe qui m'interpelle le plus, vers une agroécologie. Alors vous commencez par ces mots. Ce tableau est noir et semble décrire une situation perdue, insurmontable. On sent votre optimisme. Mais vous ne vous découragez pas. Vous faites force de proposition vers une agroécologie, je cite, familiale. Et j'espère de tout cœur que vous pourrez développer sur ce point, sur l'avenir de votre organisation et le sens que vous souhaitez donner à votre présidence. Et je vous souhaite naturellement d'y réussir. Comment donc devient-on le président d'une des plus importantes organisations humanitaires occidentales, sensible à ce sujet, souvent oublié,
du fléau des famines, de la malnutrition et de la faim. Comment se transformer d'un universitaire de renom en un militant, un humanitaire, un soldat de la faim, si j'ose dire. Enfin, en une phrase, comment devient-on Thomas Ribémont? Je vous remercie et je vous souhaite à tous et à toutes une formidable conférence. Alors j'imagine que je suis censé répondre puisqu'il y a une première question. Bon, universitaire de renom, c'est très gentil, mais enfin, vous êtes dans une institution où il y a des universitaires bien plus reconnus que je ne le suis. Comment devient-on humanitaire? Il y a sans doute des choses qui sont liées à ma socialisation. Je ne vais pas vous faire un cours sur la socialisation primaire, mais disons que quand je repense à mes souvenirs d'enfance, j'ai encore mes parents 68 arts qui ont fait les manifestations sur le Larzac. J'ai souvenir d'être sur les épaules de mon papa en manifestation et ce type de choses. J'ai eu une mère... une maman qui était élue communiste dans une ville industrielle, donc j'ai été socialisé d'une certaine manière à l'engagement et au souci de l'autre. Après, il y a des, pardon, il y a des hasards pour ce qui concerne Action contre la faim. Moi, j'avais déjà milité. J'ai été un temps, quand j'étais en classe préparatoire, ça n'a pas duré bien longtemps, aux jeunes socialistes. J'ai été vite désabusé. Ce qui ne m'a pas empêché, quand j'étais à l'IEP Grenoble, de participer à la campagne du futur maire Michel Destaut, comme petite main. Ensuite, j'ai été assez proche, pour diverses raisons, du collectif des partis civils pour le Rwanda. Et il se trouve que quand j'ai commencé ma carrière à l'Université Paris 13, j'étais adhérent depuis 2 ans d'Action contre la faim, donc c'est une cause qui me parlait. Et on m'a demandé en gros, mettre sur pied et de diriger le Master 2 Coopération internationale et ONG de cette université. Et le propre de ce Master 2, c'est que 50% à 60% des enseignements sont faits par des professionnels et par nos partenaires. On a pas mal de partenaires, Amnesty International, CARE, etc. Et il y avait Action contre la faim. Et il se trouve que eh bien, certains des intervenants d'Action contre la faim sont venus me voir en me disant écoute, voilà, on sait que tu es adhérent, on manque de profil, enfin on n'en a pas, de profil universitaire au sein de notre conseil d'administration, est-ce que ça t'intéresserait? Et j'ai un peu réfléchi, mais pas très longtemps, et je me suis dit pourquoi pas. Je me suis donc présenté en 2010, et puis j'ai pas été élu, j'ai fini à la place du CON, comme on dit, c'est-à-dire le premier non élu, à 9 voix près si mes souvenirs sont bons. Et donc, sans en faire une affaire d'État, mais c'est vrai que j'ai mis un peu ça de côté, je me suis consacré à mes recherches, à mes activités pédagogiques, mais tout en gardant toujours un œil d'adhérent sur Action contre la faim. Et on m'a relancé l'année d'après, et j'ai dit, écoute, je veux bien, mais enfin, voilà, moi j'ai mon épouse qui a des obligations professionnelles, et donc je te préviens, je venais d'avoir un tout jeune bébé, mon deuxième enfant, je veux bien venir à l'AG me présenter, mais je serai avec mes 2 enfants et mon bébé d'à peine 6 mois, et c'est sans doute ce qui m'a permis de gagner et de rentrer au conseil d'administration. Et puis après, tout simplement, j'ai fait mes armes. En tant qu'administrateur, j'ai commencé à faire des rapports pour Action contre la faim. Ensuite, la présidente qui a été élue à ce moment-là m'a demandé de rentrer au comité d'audit. Alors au comité d'audit, je ne l'ai pas présidé, j'étais juste membre du comité d'audit, où j'ai fait des missions d'audit pour ACF, notamment un rapport d'audit sur notre mission au Tchad. Alors quand vous arrivez comme auditeur dans une mission, vous êtes moins bien accueilli que normal, puisque vous êtes là pour contrôler. Ensuite, j'ai été président du comité éthique d'ACF, qui se concentrait à l'époque essentiellement sur les partenariats avec les entreprises. Et ensuite, eh bien, le conseil d'administration m'a élu secrétaire général d'Action contre la faim. Et je dirais que c'est là le point de basculement, parce que quand vous êtes secrétaire général, c'est vraiment vous qui gérez la vie institutionnelle de l'association. Donc vous êtes à la fois dans la politique interne, dans une forme de représentation, vous devez mettre le nez aussi sur des questions comptables. Donc vous apprenez finalement tout ce que doit connaître un dirigeant d'ONG. Et il est arrivé qu'au moment où Stéphanie Rivoal, l'ancienne présidente, est partie, j'étais un petit peu un candidat naturel qui était passé par toutes les étapes, et qu'il n'y a pas eu d'autres candidats au conseil d'administration.
voyant que j'étais un des plus anciens et peut-être un des plus habilités d'une certaine manière en termes de connaissance de l'association à pouvoir présider. C'est comme ça que je me suis donc retrouvé en 2016, pas contre ma volonté, hein, je l'ai voulu, président d'Action contre la faim. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Donc on va commencer par quelques questions et après on laissera un espace au débat public. Donc en 2015, pour commencer, les Nations Unies s'engagent dans un agenda avec un programme Horizon 2030 pour éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde. Or, un tel programme passe nécessairement par l'aide publique au développement. La France s'est engagée dans l'aide au développement, mais répond à peine à ses engagements. En effet, depuis 2012, le budget est passé de 12 milliards à 8 milliards d'euros. Similaire à l'objectif à atteindre pour réduire le réchauffement climatique en restant en deçà des 2%, l'objectif international des pays riches de dédier 0,7% de leur PIB à l'aide au développement semble rester lettre morte. Donc les actions semblent jamais aller aussi loin que les volontés exprimées. Tout d'abord, pourquoi de telles priorités, selon vous, restent de l'ordre du symbolisme dans l'agenda politique? Est-ce une question de manque de moyens, de choix politiques stratégiques ou autres? De plus, ce chiffre des 0,7 a été choisi face à la conjoncture économique du début des années 1960. Les partisans de l'aide au développement s'y réfèrent, mais est-il toujours adéquat selon vous ou à revoir aujourd'hui? Bon, alors déjà sur le chiffre de 0,7, je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas adéquat, puisqu'on est déjà très très loin, très en deçà du chiffre de 0,7. Là, comme vous l'aurez remarqué, le gouvernement d'Édouard Philippe, appuyé par Emmanuel Macron, s'engage à 0,55 à horizon 2020. Donc de toute façon, les 0,7, on ne les atteindra pas. Donc réclamer 0,7, ça reste complètement d'actualité. Alors ensuite, pourquoi une enveloppe aussi faible? Pour des raisons à la fois budgétaires. On est quand même sur des systèmes politiques qui, dans le cadre du New Public Management depuis les années 70, s'efforcent d'être dans des logiques de rationalisation budgétaire. Et dans ce cadre, effectivement, je dirais que la soupape, c'est l'aide publique au développement. Enfin, c'est politiquement pas rentable. Soyons très clairs, quand on est face à des logiques à la fois souverainistes, lorsqu'on est face à des logiques où sont posées les questions migratoires, et aussi des choses qui sont entendables, hein, avec des logiques internes où on a des déficits en matière de santé publique, etc. Donc si vous voulez, l'aide publique au développement, c'est le fusible qui saute assez facilement dans ces arbitrages budgétaires. Je ne dis pas que nos gouvernants n'ont pas à faire d'arbitrage budgétaire, ils ont à en faire. Néanmoins, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'ils doivent assumer aussi une posture morale. Et la posture morale qui consiste à mettre de côté l'aide au développement est, me semble-t-il, beaucoup plus gênante, surtout quand on se réclame de Paul Ricoeur, et donc d'un philosophe qui a mis au centre de sa philosophie l'altérité, et qui nous dit qu'il faut se penser soi-même comme un autre. Je pense que là, il y a un écart qui, moralement, est contestable. En outre, ce qui est extrêmement gênant aujourd'hui, c'est que cette aide publique au développement, il ne suffit pas d'une enveloppe. C'est qu'est-ce qui passe concrètement par les associations et par les ONG. Aujourd'hui, il y a à peine 2% de l'aide publique au développement qui passe, qui transite par les ONG. Donc en plus, dans l'aide publique au développement, on met un peu tout et n'importe quoi, il faudrait pouvoir le déconstruire. Vous savez peut-être que dans l'aide publique au développement, il y a le financement de missions diplomatiques, on finance certains budgets des ambassades, etc. Donc c'est un espèce de fourre-tout aussi qui mériterait d'être déconstruit. Aujourd'hui, ce qui est très très gênant, c'est que, et ça date pas d'Emmanuel Macron, mais enfin ceci dit, il le reprend à son compte, c'est que l'aide publique au développement est très largement axé aujourd'hui et piloté autour de deux angles, qui est un angle sécuritaire, et deuxième angle, qui est les flux migratoires, avec un objectif très très clair, qui est de limiter les flux migratoires. Et je ne suis pas persuadé que l'objectif d'une politique publique d'aide au développement, ça doit être l'arrêt des flux migratoires, et ça me semble d'ailleurs illusoire quand vous avez des gens qui sont prêts à traverser la Méditerranée et à en mourir. C'est pas parce que vous mettez de l'aide publique au développement qu'ils arrêteront, c'est pas l'enjeu.
comment s'opèrent les relations avec les autres ONG qui peuvent par exemple vouloir mener des actions similaires ou en tout cas agir sur les mêmes populations ou dans les mêmes zones? Est-ce plutôt la coordination ou la concurrence qui domine dans les rapports? Les deux, mon général. Alors, concrètement, il y a des espaces de coopération qui, d'ailleurs, sont en train de se diversifier, puisque ce ne sont pas que des coopérations entre ONG dites du Nord, même si la césure Nord-Sud, aujourd'hui, fait de moins en moins sens. Vous avez des coordinations aujourd'hui avec des ONG du Sud, des ONG locales. Donc on peut avoir évidemment intérêt à se coordonner. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, ACF peut intervenir par exemple dans des camps de réfugiés, et l'image que vous auriez, c'est de dire, bon, bah, c'est Action contre la faim, donc ils vont faire des distributions alimentaires. Pas forcément, parce que c'est pas forcément le plus efficace, et peut-être qu'on va se dire, bah, la distribution alimentaire, on va la laisser plutôt à une ONG locale, parce que le rapport culturel à la nourriture est mieux perçu par les acteurs de cette ONG. Peut-être que la distribution de médicaments, on va se coordonner avec l'ONG Alima, parce qu'ils font ça très très bien. Et puis nous, Action contre la faim, eh bien, on va plutôt se dire, tiens, en partenariat du coup avec ces ONG, on va plutôt développer un programme de santé mentale et de pratique de soins, parce que par exemple, dans les camps de réfugiés, l'une des grandes difficultés, c'est qu'on retrouve souvent des femmes assez jeunes, dont beaucoup sont de jeunes mères, qui ont été tellement traumatisées par ce qu'elles ont vécu, et puis par les déplacements, qu'elles n'arrivent plus à allaiter leur nourrisson. Or, l'allaitement par le sein, en termes nutritionnels pour des nourrissons, est beaucoup plus efficace que le simple lait en poudre. Et donc, on va faire tout un travail, qui est un travail de plus long terme, qui est un travail d'ordre plutôt psychologique auprès de ces femmes. Donc vous pouvez avoir des logiques de coordination. Il y a beaucoup de logiques de coordination en termes de plaidoyer. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que pour peser sur les Nations Unies, peser sur des gouvernements, peser sur des multinationales, exemple le groupe Monsanto, enfin, qui maintenant est avec le groupe Bayer, hein, le groupe pharmaceutique, on est beaucoup plus fort quand on développe des positions communes avec d'autres ONG. Et donc, vous avez des coordinations. En France, par exemple, une des grosses plateformes de coordination à laquelle on participe, et je suis d'ailleurs dans le conseil d'administration, c'est Coordination Sud, qui représente 164 ONG et associations françaises. Et par exemple, sur un plaidoyer sur l'aide publique au développement, on y va de moins en moins seul, et on essaye d'y aller avec une force de frappe plus coordonnée. Il n'en demeure pas moins qu'ensuite, on est en concurrence. On est en concurrence notamment sur la visibilité de nos actions. Vous le voyez, je veux dire, dans les campagnes institutionnelles qu'on peut mener. On est très clairement en concurrence sur le marché du don, d'autant plus qu'aujourd'hui, le marché du don est saturé. On est en concurrence, bien évidemment, pour capter des partenariats, et des partenariats potentiellement avec des entreprises. Et on peut être en concurrence, même s'il nous arrive de nous coordonner, pour répondre aux appels des bailleurs de fonds institutionnels. Donc parfois, on va faire le choix stratégique de faire une coordination pour répondre à un appel de fonds de bailleurs institutionnels, type ECHO pour l'Union européenne ou USAID pour le gouvernement américain, par exemple. D'autres fois, on est clairement en concurrence. Ce qui peut créer des effets pervers, bien évidemment. Et donc, en somme, selon vous, il faut repenser les politiques d'aide au développement selon l'idée qu'il faut privilégier une gouvernance entre tous les acteurs ? À terme, ça serait l'idéal. Mais très honnêtement, si vous discutez avec les gens de l'Agence française de développement, hein, l'AFD, la question de la gouvernance, ce n'est pas le cœur de leur sujet, très concrètement. En revanche, moi je pense que l'aide publique au développement, et on parle bien de développement, donc je ne suis pas en train de vous parler d'urgence, c'est sans doute, elle doit beaucoup plus transiter via les ONG, mais il faut que les ONG à terme réinventent leur modèle. La question, et c'est ce que je disais à une de vos camarades tout à l'heure, c'est est-ce qu'aujourd'hui,
Le rôle des ONG en matière de développement, c'est d'intervenir sur le terrain. Est-ce que, voilà, il y a des pays comme le Tchad, comme Haïti, où ça fait 50 ans que les ONG sont là. Est-ce que notre rôle, c'est de rester? J'en suis pas certain. Est-ce que notre rôle, c'est de développer des programmes à long terme en matière de développement? À terme, je n'en suis pas certain. Mais je vous fais part là de mes doutes. Moi, je pense que de plus en plus, le rôle des ONG, c'est de faire du renforcement de capacité. Ça veut dire que peut-être que le don que vous donnez, vous, en tant que citoyenne et citoyen, il peut peut-être servir à former des gens sur place à des métiers qui sont parfois de plus en plus techniques. Hein. Nutritionniste, ça ne s'invente pas. Ingénieur WASH, ça ne s'invente pas. Il y a des techniques. Et peut-être que le but, c'est ça. Et puis peut-être aussi, quand on voit ce que sont capables de faire certaines petites associations locales, je pense par exemple à une petite association Aura que j'ai rencontrée en Haïti à Port-au-Prince et qui, avec $2000 de fonds, quand je vois ce qu'ils parviennent de faire à l'échelle de leur quartier en termes de microcrédit, c'est assez incroyable. Et donc peut-être que le futur des ONG, c'est de devenir des formes aussi de bailleurs de fonds qui, par leur connaissance du terrain, vont être en capacité d'orienter les financements vers de plus petites structures locales, mais qui ont un savoir-faire, une connaissance du terrain et une connaissance des populations que les grandes ONG n'ont pas toujours. À l'échelle de l'association maintenant, donc Action contre la faim semble agir sur un nombre conséquent de dossiers. Vous agissez en traite d'urgence, de post-urgence et de développement sur le long terme, selon les besoins des pays. Quel type d'actions concrètes mises en œuvre ces dernières années ont le plus porté leurs fruits? Par exemple, réussissez-vous à ancrer sur place, même lors de votre départ du terrain, les actions pour le développement? Ou au contraire, au vu d'une situation plus actuelle telle que l'affaire des Rohingyas en Birmanie, comment s'opère la gestion des interventions d'urgence? Alors il y a deux choses. Il y a l'urgence et le développement, qui ne sont pas tout à fait des mêmes situations. Quoique, nous, on travaille dans ce qu'on appelle le continuum urgence-développement, d'une part parce qu'il y a des pays où on s'aperçoit que l'urgence se chronicise. Et donc, on a des urgences répétées. Typiquement, Haïti, un coup, vous allez avoir une situation d'urgence du fait d'un ouragan, potentiellement d'un séisme, d'une crise de choléra, et donc, le fait d'être sur place permet d'avoir une réactivité certaine sur ce type de crise. Après, Action contre la faim, c'est une ONG, je dirais, qui a une tradition là-dessus, assez efficace en termes de gestion de l'urgence. Parce qu'il y a des cœurs de métier aujourd'hui qu'on maîtrise très très bien, qui sont essentiels en cas d'urgence. Par exemple, la question de la faim ne saurait s'envisager uniquement sous l'angle de la nutrition. Quand vous avez une crise d'urgence, typique de ce qui s'est passé en Haïti en 2010, le premier problème, c'est l'eau. Si vous n'avez pas accès à l'eau potable, en 3 jours, vous mourrez. Si vous n'avez pas accès à l'alimentation, vous pouvez tenir 10 jours. Donc typiquement, là, on a une véritable efficacité et un savoir-faire reconnu. En cas de crise de choléra, le choléra a des effets en termes de malnutrition qui sont évidents, donc il y a un lien très clair entre la maladie et la malnutrition. On a su développer un savoir-faire sur des choses très prosaïques et qu'on sait faire en urgence, qui sont de construire des toilettes. Si vous prenez par exemple un pays comme le Tchad, vous avez un taux de défécation extérieure de 74%. Ce qui fait que quand la saison des pluies arrive, eh bien évidemment, l'ensemble des nappes phréatiques sont infectés avec des risques de choléra très, très, très importants. Là, il faut être en capacité, s'il y a une crise de choléra, de construire des toilettes, de l'accès à l'eau potable, etc. Alors après, sur le développement, c'est variable en fonction des contextes. Il y a des choses qui vont très bien marcher dans certains contextes et d'autres pas. Par exemple, l'accès à l'eau potable. Vous allez avoir des pays où l'idée que l'accès à l'eau potable soit payante, c'est culturellement impensable. Alors qu'on sait que rendre payant l'accès à l'eau potable, ça peut avoir des effets sur le long terme qui sont extrêmement efficaces parce que les gens vont faire beaucoup plus attention. Et donc il y a des pays où ces systèmes
où on rend payant même symboliquement l'accès à l'eau potable, ça va marcher, d'autres où ça ne marche pas du tout. Là, des choses dont on se rend compte que ça marche bien dans certains pays, et c'est une grosse tendance, c'est ce qu'on appelle le cash. Et ça peut choquer beaucoup de nos donateurs. C'est quoi concrètement? C'est distribuer de l'argent. Distribuer de l'argent parce que d'un seul coup, ça peut, dans certaines configurations, permettre une relance de la consommation, une relance des petits marchés locaux et donc une relance de l'agriculture vivrière. Alors de temps en temps, évidemment, dans ces cas-là, on n'a pas toujours une traçabilité exacte. C'est un fait. Mais la distribution monétaire, ça peut choquer comme ça et ça peut se révéler extrêmement efficace dans des logiques à moyen et long terme. Vous avez, à mon sens, des choses qui se révèlent extrêmement efficaces, mais je dirais dans des pays qui sont déjà plus dans des logiques de développement que dans des logiques d'urgence. C'est effectivement tout ce qui relève de l'agriculture familiale ou de l'agroécologie. Mettre en place ce qu'on appelle des jardins de cases, ce qui va permettre de remettre en place au niveau de la famille une agriculture de subsistance, une agriculture plus variée et de l'emploi. Pour vous donner une idée, ce n'est pas un pays dans lequel on intervient, mais vous savez qu'au Brésil, on plante énormément d'eucalyptus pour faire notre papier toilette, pour faire du moltonel qui est plus doux que doux. Du coup, on déforeste. Et on replante de l'eucalyptus à gogo sur des hectares et des hectares et des hectares. Disparition de l'agriculture vivrière locale, disparition de l'agriculture familiale, et ça concentre l'emploi. C'est-à-dire que pour 20 hectares d'eucalyptus, on crée 1500 emplois, alors que si on était sur de l'agriculture familiale, on serait à près de 10 000 emplois. Donc sinon, au niveau interne, comment s'organise la répartition des tâches entre les différents agents? D'une part, les professionnels salariés de l'association, et d'autre part, les bénévoles. Et comment s'articulent les complémentarités entre ces deux types d'acteurs qui ont des rôles différents, mais nécessaires pour le bon fonctionnement de l'association? Alors, vaste question, très très vaste question, qui ne cesse de créer des polémiques au sein d'Action contre la faim. Bon, Action contre la faim, je dirais qu'il y a deux silos. C'est une association 1901, reconnue d'utilité publique, ce qui nous crée des obligations évidemment juridiques, et en particulier en termes de redevabilité et de transparence. Dans la mesure où c'est une association 1901, l'organe souverain sur le plan de la gouvernance, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ce ne sont pas nécessairement les bénévoles. L'Assemblée générale est constituée par les adhérents. Ce ne sont donc pas les donateurs. Vous pouvez très bien donner à Action contre la faim sans être adhérent. Donc, si vous adhérez, vous avez la possibilité du vote. Et c'est l'Assemblée générale qui va élire les gens qui vont entrer au conseil d'administration. Donc, c'est une forme de démocratie représentative. Conseil d'administration qui se renouvelle par tiers tous les ans. Et la durée du mandat d'un administrateur, c'est 3 ans, renouvelable 3 fois. Ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire passer avec les gens avec qui je travaille. Avant, il n'y avait pas de limitation de mandat et ça choquait beaucoup de vieux humanitaires qui ont dit « attendez, il faut limiter le nombre de mandats parce que c'est important que ça se renouvelle ». Et puis ensuite, le CA, qui est habilité à prendre en fait les grandes décisions politiques. Le CA, c'est celui qui va définir, je dirais, la stratégie politique. C'est lui qui va entériner ou pas l'ouverture ou la fermeture d'une mission. Et le CA va élire en interne un bureau avec président, vice-président, trésorier, vice-trésorier, secrétaire général adjoint. Voilà. Et c'est vraiment le bureau qui va travailler directement avec les équipes exécutives. Alors ça, je dirais, c'est pour le volet politique. Ensuite, vous avez le volet des professionnels. Vous le savez, l'action humanitaire, depuis les années 90, c'est largement professionnalisé, largement technicisé. Il y a des raisons aussi qui expliquent cette professionnalisation. Et donc ensuite, vous avez le volet exécutif qui est structuré, pour vous donner une idée, à Action contre la faim, vous avez au siège parisien, en fonction, entre 365 et 380 salariés. Et donc c'est structuré, je dirais, comme une entreprise, avec un comité directeur, avec à sa tête aujourd'hui une directrice générale,
Et en dessous, ce qu'on appelle un comité exécutif avec la directrice des opérations, le directeur plaidoyer et expertise, le directeur de la communication et du marketing, directeur financier, et en dessous des responsables de service, enfin, comme dans une entreprise. Alors, au siège parisien, il y a assez peu de bénévoles. Il peut y avoir des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui disent, bon ben voilà, moi j'ai un peu de temps libre, alors parfois des retraités, parfois des étudiants, moi je suis prêt ou prête à faire de la traduction en anglais, par exemple, de documents d'ACF. C'est assez compliqué parce que les bénévoles, ça se gère. Et donc, il faut aussi mettre des ressources humaines pour encadrer les bénévoles. Et l'autre difficulté, c'est que les bénévoles, c'est une ressource humaine, si on veut parler techniquement, qui est assez volatile. C'est-à-dire que vous êtes libre quand vous êtes bénévole. Vous me dites, je viens, tiens, sur la course contre la faim, vous aider en tant que bénévole, vous venez pas, j'ai rien à dire. Alors qu'un professionnel, il vient pas, je peux lui coller un blâme et je lui dis, tu fais pas ton boulot. Voilà. Mais néanmoins, il y a des bénévoles. Là où on a beaucoup de bénévoles, c'est qu'on a un système en France de sensibilisation, d'événements, etc., de plaidoyer aussi politique auprès d'élus locaux, etc., via des bénévoles. C'est ce qu'on appelle notre système de délégation. Donc on a des délégations d'action contre la faim dans la plupart des départements, dans la plupart des grandes villes. Et ça, ce sont des équipes de bénévoles qui, au niveau local, vont mobiliser sur la course contre la faim, sur le challenge inter-entreprise, vont aller voir les élus locaux pour leur parler de ce qu'on fait, de la cause contre la faim, etc. Et ça, on a dédié un service au sein du service communication qui est chargé d'encadrer l'ensemble de ces délégations. Donc je dirais que c'est d'une certaine manière notre force de frappe locale en France sur le plan politique. Alors ensuite, et c'est la majorité de nos salariés, sur le terrain, sauf exception, vous n'avez plus de volontaires bénévoles. Sur le terrain, ce ne sont quasiment que des professionnels. Donc sur les 25 missions que gère ACF France sur l'ensemble des 48 missions qui sont les nôtres aujourd'hui dans le monde, ça représente 3800 salariés, en plus des salariés du siège. Donc en gros, si vous voulez, moi aujourd'hui je suis à la tête d'une entreprise, si on voulait parler comme ça, même si le terme ne me plaît pas, c'est pas une entreprise, enfin de plus de 4000 salariés. La tendance aujourd'hui, ce qui est nouveau, hein, on n'est pas les seuls à faire ça, mais c'est qu'on souhaite que les missions et que nos salariés aient de plus, au niveau des missions des pays dans lesquels on intervient, aient de plus en plus d'autonomie et pouvoir s'appuyer sur de plus en plus de salariés nationaux, ce qui suppose aussi du renforcement de capacités, etc. Ensuite, ACF, c'est aussi Action contre la faim internationale, c'est un réseau. C'est-à-dire qu'il y a d'autres structures similaires à celles que je viens de vous décrire qui se sont créées. Il y a 2 sièges opérationnels donc, qui vont concrètement développer des missions avec de l'action concrète sur le terrain. Il y a un siège à Madrid, qui est le 2e plus gros siège d'Action contre la faim. Un siège à New York. Vous avez un siège de plaidoyer à Londres. Un siège à Toronto, au Canada, qui nous permet notamment d'accéder aux bailleurs de fonds canadiens qui sont assez importants. Nous avons un siège, même si on n'a pas pu le mettre sous la même forme parce que le droit indien est extrêmement compliqué, donc c'est sous forme d'une fondation, mais il y a une fondation désormais en Inde. Nous avons 2 sièges, un en Italie, un en Allemagne, qui eux sont plus focalisés sur la question du fundraising. Nous avons un siège au Pérou et nous sommes en train d'en créer un en Indonésie. Et tout ça structure un réseau avec ses cultures différentes. Et donc vous avez la réunion, la réunion des directeurs généraux de chacune de ces entités qui vont essayer de se coordonner à l'échelle du réseau. Et politiquement, l'ensemble des présidents du réseau se réunissent pour valider de grandes options sur lesquelles l'ensemble des sièges s'accordent. Alors ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même culture associative. Pour mon homologue américain, le fait que les membres du conseil d'administration d'ACF France soient élus, c'est quelque chose d'invraisemblable. Pour rentrer au conseil d'administration d'Action contre la faim US, il faut payer $40 000. C'est le ticket d'entrée. Et ça paraît parfaitement normal
à des Américains. Donc on n'a pas du tout la même perspective associative. Quand j'ai des questions éthiques avec mes homologues anglo-saxons, c'est-à-dire britanniques et américains, et que je leur dis écoutez, moi, un partenariat avec Smirnoff, ça me pose un petit problème. Eux, ils ne voient pas du tout pourquoi. Voilà. Et donc, c'est une culture du compromis. Et il faut accepter cette culture du compromis, parce que sinon, vous n'êtes pas en capacité de monter un réseau. Ah, et sur la Birmanie, donc, je vous en parlerai après, mais juste pour vous donner une idée, je n'ai pu commencer à parler publiquement en utilisant le terme de Rohingya que depuis octobre. Auparavant, c'était trop dangereux pour mes équipes. Comment parvenez-vous en amont à préparer vos plans d'action et surtout quelles difficultés vous rencontrez de manière récurrente dans la mise en œuvre, par exemple, comment s'opère le travail avec les autorités locales avant l'intervention sur place? Bon, les plans d'action, on essaye assez classiquement, d'ailleurs comme ça se fait en politique publique, hein, d'avoir des logiques de planification. Donc on a un plan général qui est un plan quinquennal. Donc là c'est notre horizon 2020 et puis après il y aura l'horizon 2025. Donc ça je dirais que c'est les grands éléments qu'on va voir en fonction de la reconfiguration du paysage humanitaire, en fonction comment vous dire, de la manière dont on peut percevoir potentiellement les évolutions géopolitiques et géostratégiques. Et ça, c'est un plan qui est validé en Assemblée générale. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est gravé dans le marbre, parce que les conditions peuvent changer, il peut y avoir des problèmes financiers qu'on n'avait pas prévus. Par exemple, quelque chose qui est très très difficile à prévoir, c'est le taux de change. C'est-à-dire que quand vous intervenez dans 48 pays, évidemment, vous intervenez avec des monnaies très très différentes, et vous pouvez faire un plan financier le plus beau du monde. Vous avez un changement dans les taux de change, et vous prenez 2 millions d'euros dans la tête que vous ne pouviez pas prévoir. Donc vous avez ce plan à 5 ans. Ensuite, on essaye du même coup de le décliner à 3 ans. Et là, on va rentrer dans des logiques beaucoup plus, je dirais, sectorielles. Qu'est-ce que ça peut donner à 3 ans sur le plan financier, sur le plan de la stratégie plaidoyer, sur le plan de la stratégie marketing, communication, sur le plan de la stratégie d'opération. Et ce plan à 3 ans, chaque année, on le révise. Et ça, ce plan à 3 ans, on va essayer de l'incarner dans une note de cadrage de la direction générale qui va avec une feuille de route que le président ou la présidente va fixer à son ou à sa directrice générale. Et donc chaque année, si vous voulez, on réinvestit et on ajuste dans le cadre d'une note de cadrage ou en lien avec une feuille de route. Et tout ça, bien évidemment, une fois qu'on a pris ces décisions, eh bien, ça doit irriguer nos missions. Alors on ne les prend pas n'importe comment, puisque l'idée, c'est d'être, évidemment, de construire tout ça à l'écoute des chefs de mission, et donc des directeurs pays qui travaillent avec leurs équipes et qui nous font remonter les besoins du terrain. La difficulté, c'est que vous imaginez bien que dans certains contextes d'intervention, pour que l'information remonte, c'est extrêmement compliqué. Quand vous intervenez dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, pour faire remonter les informations, c'est très compliqué. Quand vous intervenez dans des endroits où pour faire 60 km, il vous faut 10 heures de voiture, et encore, c'est extrêmement compliqué. En outre, comme beaucoup d'ONG, on est une ONG qui a longtemps eu du mal à investir sur ses réseaux informatiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi j'ai encore des équipes qui remplissent leurs fiches RH ou leurs fiches financières sous Excel. Alors que vous iriez dans n'importe quelle structure privée, dans n'importe quelle banque, ils vous regarderaient avec des yeux ronds en disant « mais attendez, ça fait 15 ans qu'il y a déjà des logiciels bien plus performants qui existent, etc. » Donc on a un problème parfois de remontée de l'information, ce qui ne nous permet pas toujours de cerner en temps réel
les besoins du terrain. Alors après, sur la déclinaison sur le terrain, on va rencontrer moult difficultés. On peut avoir, quand par exemple vous intervenez dans des pays extrêmement pauvres, évidemment c'est tentant, y compris pour nos équipes nationales, quand vous voyez circuler de l'argent, donc de temps en temps. De temps en temps, on a on peut avoir des salariés nationaux qui sont tentés et qui détournent de l'argent. Ça arrive. Voilà une difficulté qu'on peut rencontrer. Récemment, je ne vous dirai pas où, j'ai 2 salariés on a découvert qui faisaient du trafic de minerais. Et ils se sont fait attraper. Donc en termes d'image pour l'association, etc. Donc il peut y avoir ce type de choses, par exemple. Bien évidemment, et je ne suis pas là pour vous mentir, vous savez très bien que quand vous donnez de l'argent à une ONG comme Action contre la faim ou d'autres, et que de manière très opérationnelle, on monte des convois avec des camions, avec dedans des médicaments, du matériel médical, des distributions alimentaires, etc., il n'est pas rare qu'on s'en fasse détourner quand vous êtes dans un pays en guerre. Vous imaginez bien que dans la corne de l'Afrique, quand vous avez les chebabs qui vous entourent, de temps en temps, vous avez les chebabs qui arrivent devant vous et qui vous disent le camion, il est pour nous. Il y a un moment où il y a des consignes sécuritaires. Je vais vous donner un exemple, c'est assez ancien. Au moment de la bataille de Sarajevo, où Action contre la faim s'appelait encore AICF, Action internationale contre la faim, vous aviez les Serbes qui assiégeaient Sarajevo, des gens dans une situation terrible à Sarajevo, qui avaient besoin de rations alimentaires, sinon ils mouraient. Et puis vous arrivez, et les troupes serbes vous disent, bon ben voilà, si vous voulez amener des camions à Sarajevo, 1 camion sur 2, c'est pour nous. Qu'est-ce que vous faites? Et ça pose des questions éthiques et des dilemmes qui sont parfois terribles, ce qui me fait souvent dire que l'éthique c'est ni noir ou blanc, enfin, c'est gris, et qu'on essaye souvent de prendre la moins mauvaise des solutions possibles. Mais voilà quelque chose qui, en dépit de nos plans d'action, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours prévoir. Alors évidemment, maintenant ce sont des choses qu'on connaît, et on intègre de plus en plus le risque dans nos plans d'action. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de risques non prévus. Lorsque vous lancez des divers projets, comme par exemple des campagnes d'appel aux dons, comment s'opère le plan de communication? Comment parvenez-vous à sensibiliser les différents acteurs susceptibles de contribuer à vos projets? Donc, je pense notamment à la nouvelle campagne qu'on voit dans le métro, on voit pas mal d'affiches, donc nourrir ça veut dire. Peut-on donc mêler communication et politique dans les différentes actions menées par Action contre la faim? Alors, Action contre la faim, j'ai coutume de dire que c'est une ONG d'ancien régime par certains côtés. C'est-à-dire que longtemps, c'est une ONG qui a été frileuse pour assumer un versant politique et militant. Et je dirais que depuis 4-5 ans, il y a aussi un changement de génération. Alors, j'ai mon vice-président Pierre Micheletti, ancien président de Médecins du Monde, qui est un peu notre sage, et puis qui est très jeune dans sa tête. Mais enfin, globalement, si vous regardez aujourd'hui le conseil d'administration d'Action contre la faim, c'est des 30-quarantenaires. On a le plus jeune secrétaire général d'une grosse ONG française, et il a tout juste 25 ans. Et donc, ce renouvellement de génération fait que nous, on assume un parti pris beaucoup plus militant. Par exemple, l'an dernier, la campagne institutionnelle d'Action contre la faim, qui jusqu'à présent ne visait que les donateurs, pour la première fois, vous aviez comme message « donner, adhérer ». C'est-à-dire, ne faites pas que donner, devenez militants, devenez des citoyens. Alors, il y a plusieurs objectifs dans une campagne. Il y a évidemment des objectifs de dons, on ne va pas se mentir. Il y a des objectifs de marketing et de collecte. Donc l'idée, c'est de rencontrer d'une certaine manière un public. Mais nous, avec cette génération-là, on veut qu'il y ait un message, et qu'il y ait un message politique de mobilisation citoyenne. Et que les gens n'aient pas seulement le sentiment d'être des porte-monnaies, mais qu'ils aient le sentiment que par une action citoyenne concrète, par exemple adhérer, ils sont capables de produire de la pensée, de produire de l'action collective qui est efficace. Et troisième volet,
dans une communication institutionnelle, si en plus ça peut me permettre de passer des messages, parce que c'est visible, aux gouvernants, je ne vais pas me gêner. Je vais le faire en plus. Alors comment on a construit... alors voilà, par exemple sur ce changement militant, juste avant de répondre à votre question, je dirais que le tournant c'est l'an dernier. C'est-à-dire que l'an dernier, si vous interrogez les gens dans la rue, la plupart ils vont dire « Oh, bah, la faim, il y en a toujours eu ». C'est comme si la faim était naturelle. Mais la faim, c'est politique. Je rappelle quand même que la planète, nous produisons 2 fois plus que ce qui suffirait à nourrir l'ensemble de la population. 1% des richesses mondiales aujourd'hui sont détenues par... 80% pardon, des richesses mondiales aujourd'hui sont détenues par moins de 1% de la population. C'est politique. Et donc, du coup, l'idée, l'an dernier, par exemple, c'était la campagne Grand Combat, c'était l'idée de prendre des combats un peu historiques, un peu symboliques, où on se disait, c'est pas possible, ça marchera pas. Par exemple, le combat pour les droits civiques aux États-Unis, pour le droit des Afro-Américains, le combat des femmes, etc. Et de reprendre des images de ces grands combats qu'on se disait, c'est pas possible, et où il y a eu des avancées tangibles, même si, évidemment, c'est pas encore parfait, et de dire, bah, et la fin ? Sous-entendu, c'est pas un grand combat perdu, et si on se mobilise tous, c'est jouable, il y a quelque chose à faire. Alors là, la perspective, elle était un peu différente. La perspective, elle est sur la campagne de passer beaucoup plus des messages. En gros, quand vous allez voir des gens dans la rue et que vous leur dites « action contre la faim », mécaniquement, ils vont vous dire bah, « vous faites de la distribution alimentaire, quoi. Vous donnez à manger ». Mais non, c'est beaucoup plus complexe. La faim, c'est évidemment beaucoup plus transversal. Et donc, on a aussi, il y a eu cet élément, et puis on a aussi fait le constat que dans le fond, à part action contre la faim, on n'avait pas finalement une véritable image. Et là, c'est du marketing pur. C'est-à-dire que vous prenez Nike, il y a la virgule, et c'est Just Do It. Et donc, on a repris le même système, et on s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose, action contre la faim, et puis il y a une signature, c'est bien plus que nourrir. Et donc, d'une certaine manière, ça nous ouvre un boulevard, à la fois pour toucher des gens, et en même temps pour parler de l'ensemble de ce qu'on fait. D'un seul coup, grâce à ça, je peux dire, c'est bien plus que nourrir, bah, c'est faire la paix. Et il y a une règle assez tangible, c'est que là où il y a le plus de malnutrition, c'est là où il y a des conflits. Et d'un seul coup, je commence à dire aux personnes qui s'intéressent aux questions de paix, mais dans le fond, on est un peu dans le même bateau. Et donc, bah, voilà, les activités. Et je dis aussi à mes donateurs, aux adhérents, bah, voilà, quand vous me voyez faire du plaidoyer, c'est aussi efficace sur le terrain, c'est important. Action contre la faim, c'est plus que nourrir, c'est aussi soigner. Ah oui, parce que si vous ne soignez pas, les maladies ont des effets sur la malnutrition sévère aiguë, par exemple. Action contre la faim, et c'est l'autre message que vous voyez en ce moment dans le métro, par exemple, c'est s'engager. Bah oui, parce que si vous n'avez pas des personnes qui s'engagent sur place, sous diverses formes, et si dans cet engagement, bah là, il n'y a pas des gens comme moi et d'autres, hein, mais voilà, moi je suis président bénévole, j'y passe 30 à 40 heures par semaine en plus de mon métier. Il faut aussi de l'engagement. Et c'est extrêmement important, et si on a cette dynamique d'engagement, bah, ça permet aussi de réaffirmer que la faim est politique, etc. Et vous comprenez bien que ça m'ouvre sur plein d'autres perspectives. Nourrir, c'est faire une agriculture durable et familiale. Nourrir, c'est donner accès à l'eau. Et donc, d'une certaine manière, alors je ne l'ai pas pondu tout seul, hein, je l'ai pondu aussi avec mon directeur de la communication, ses équipes, une agence qu'on a rémunérée aussi pour travailler avec nous là-dessus. Mais je dirais que c'est pour moi un concept qui marche assez bien parce que ça nous permet de sensibiliser sur l'ensemble du spectre des actions qu'on développe. En tant que professeur de sciences politiques et que président d'une association humanitaire, vous semblez donc vous investir dans plusieurs domaines, qui bien sûr vont me plaire. Mais en somme, la science politique permettrait peut-être de réfléchir un système d'un point de vue plutôt théorique, et le monde associatif et humanitaire apporterait une approche plus pratique. Donc en quoi ces deux investissements de votre part vont-ils de pair pour vous dans le monde d'aujourd'hui ? Alors déjà, ça ne va pas de soi. Mon engagement dans le monde humanitaire est plutôt mal vu dans mon milieu professionnel. Dans le monde académique, il y a
une espèce de paradigme qui est que si on est enseignant-chercheur, on doit se consacrer exclusivement à sa recherche. D'ailleurs même jusqu'au détriment des étudiants, parfois. La recherche prime sur l'investissement pédagogique, et vous regardez la manière dont on est évalué, faire un article dans une revue à comité de lecture, ça compte beaucoup plus que d'encadrer des étudiants. Et donc j'ai plein de collègues pour qui c'est suspect. C'est, mais attends, tu fais ça, mais ça veut dire que tu n'es pas pleinement investi dans ta recherche, etc. J'aurais tendance à leur dire, regardez mon parcours, je n'ai jamais autant publié que depuis que je suis président d'Action contre la faim. Parce que ça m'oblige à rationaliser mon temps, j'ai aussi accès à des données, je défie n'importe quel sociologue d'avoir accès aux données qui sont les miennes, ce qu'on appelle l'observation participante, et donc de facto, ça m'offre aussi du grain à moudre. Mais la même suspicion est valable dans le monde humanitaire. C'est-à-dire que quand on est un humanitaire, on est quelqu'un du terrain. Et donc on n'est pas là pour faire de la théorie, quoi. Moi j'ai tendance à dire que la théorie et les concepts, ça aide à penser le monde et ça aide à penser l'action. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on a voulu se positionner en termes de plaidoyer, on a fait une grande campagne qui s'appelait Not a Choice sur la crise de l'asile en Europe. C'est pas une crise des réfugiés, soyons clairs, c'est une crise du droit. Et donc quand j'ai commencé à dire à mon conseil d'administration, si on veut faire ça, il faut se positionner au niveau de Bruxelles. Et il faut un plaidoyer juridique parce que c'est une crise du droit, etc. J'ai un administrateur qui m'a dit « Eh oh, on n'est pas là pour écrire une thèse. Donc l'universitaire, t'es bien gentil, mais nous, c'est le terrain. » Alors, c'est néanmoins en train d'évoluer, puisque quand même les ONG se rendent compte que produire de la recherche, ça leur donne de la légitimité, ça les oblige aussi à améliorer leurs techniques d'intervention, etc. Mais ce qu'on produit, je dirais que c'est plutôt de la recherche très technique. On est encore dans un monde de recherche assez technique, et je dirais que le poids des sciences sociales, c'est encore assez compliqué. Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'étais dernièrement à l'Institut de France, où je préside la fondation ACF pour la recherche. Et dans le comité d'administration, il y a Jean-Christophe Ruffin. Et donc, l'objet, c'est de financer justement des projets de recherche. Tous les projets qu'on reçoit sont des projets ultra techniques, sauf un vraiment de sciences sociales avec une perspective ethnographique. Jean-Christophe Ruffin, quand même, ancien ambassadeur, ancien président d'Action contre la faim, qui écrit des romans. Et je milite pour que le projet de recherche sur les sciences sociales soit subventionné, parce que ça me semble faire sens. Jean-Christophe Ruffin m'a dit hors de question, les sciences sociales ça sert à rien, c'est pas réplicable. Voilà, donc il y a une ouverture à la recherche, mais qui est assez technique. Alors, de mon point de vue à moi après, pourquoi je le fais ? Parce que j'ai toujours été d'une certaine manière engagé, et donc j'y trouve une satisfaction personnelle en termes de construction de soi. Au niveau de ce que disait Pierre Bourdieu, il y a toujours un intérêt ou des intérêts, ne serait-ce qu'en termes d'estime de soi. Et je crois que ma formation en sciences politiques, parce que dans le fond, quand on a fait un IEP, on a touché au droit, on a touché à l'économie, on a touché à la géopolitique, à l'histoire, à la sociologie, etc. Ça me donne quand même des outils non négligeables, à la fois pour penser le monde et puis comprendre aussi des trucs très pratiques. Enfin, je me souviens que moi, quand j'étais à Sciences Po, j'étais une bille en comptabilité nationale. Pour moi, c'était vraiment le truc, l'horreur, la microéconomie, ça me faisait vomir. Mais enfin, je suis quand même je suis très content d'en avoir fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux comprendre la construction d'un budget. Et quand vous comprenez la construction d'un budget, d'une grosse structure, vous comprenez sa politique. Quand, sous le gouvernement de François Hollande, on nous annonce qu'on va construire 56 000 centres d'accueil et d'hébergement pour le droit d'asile, pour les demandeurs d'asile, super, je me dis, bien. Puis je regarde le budget, et je m'aperçois que le budget est incompatible avec ça, et qu'on en construira à peine 30 000. Le budget me permet de comprendre que François Hollande fait un effet d'appel, assez classique en politique, mais que politiquement ça ne tient pas, et que ça ne se fera pas. Donc je pense que le cursus en sciences politiques est très formateur, et pour les personnes qui voudraient s'engager sur des
postes comme chef de mission, etc. Quand vous êtes chef de mission, vous avez une direction RH, vous avez de l'emploi à gérer, voilà, donc il faut avoir des compétences là-dedans. Vous avez de la com à faire, il faut avoir des billes un peu en communication. Vous avez quand même des enjeux géostratégiques, même si c'est des enjeux locaux qu'il faut comprendre, etc. Donc moi, je reste persuadé que ma discipline, c'est pas la seule, mais que ma discipline, mon métier, le fait de faire de la recherche est un outil extrêmement appréciable sur le terrain. Et puis, je trouve que quand on a fait Sciences Po, on acquiert des codes, qui fait qu'on est parfois aussi un peu passe-partout, et être un petit peu... Alors, c'est pas toujours le cas, hein. Il y a aussi des gens qui ont fait Sciences Po qui sont parfaitement puants, mais quand on est un peu passe-partout, bah, mine de rien, quand vous êtes capable de dialoguer aussi bien avec un paysan tchadien qu'avec l'ambassadeur de France, je ne sais pas où, eh ben, je trouve que voilà, pour moi, ça a été en tout cas une très bonne formation et mon métier m'y aide. Donc, vous avez un petit peu répondu, mais je parle aussi pour les étudiants là, qui sont ici à Sciences Po, parce que donc, du coup, vous avez vous-même étudié à l'IEP de Grenoble, donc vous êtes un ancien science-piste. Donc du coup, quel type de profil et quel parcours serait selon vous le mieux adapté pour travailler au sein d'une ONG ? Alors, il n'y a pas de profil type, parce qu'il y a besoin, en fonction des ONG, mais de métiers hyper spécialisés. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas fait Sciences Po, mais qui aurait fait une formation de logisticien, bah, gérer des stocks, gérer des camions, c'est hyper utile. Quelqu'un qui aurait fait une formation en santé publique, c'est évidemment hyper utile parce que concrètement, j'ai besoin voilà, je peux avoir besoin de médecins ou de gestionnaires de santé. Quelqu'un qui a fait une formation de nutritionniste, c'est évidemment important. Je vais embaucher des pharmaciens et des pharmaciennes parce que sur place, j'ai des stocks de médicaments qu'il faut savoir gérer, etc. Donc, je dirais qu'on peut avoir un profil ultra technique. Après, il y a besoin aussi de profils généralistes. Et de profils généralistes, je dirais, justement sur plutôt ces fonctions à responsabilité de direction, où vous devez quand même encadrer plusieurs corps de métier, et où là, si vous ne comprenez rien au droit, c'est quand même compliqué. Si vous ne comprenez rien à une comptabilité, c'est compliqué. Si vous n'avez aucune culture en relations internationales, à un moment, vous ne pouvez pas diriger, ne serait-ce qu'être directeur d'une mission ou directrice d'une mission, c'est pas possible. À un moment, c'est incompatible. Et de ce point de vue-là, les profils Sciences Po sont extrêmement recherchés, ce qui produit un effet pervers, hein, au passage. C'est qu'on a besoin de gens de plus en plus compétents. C'est juste, par exemple, santé publique. Où est-ce que je vais aller les chercher? C'est dans la haute école de santé publique. J'ai besoin de gens qui ont un bon niveau pluridisciplinaire sur des compétences clés. Je vais aller les chercher effectivement plutôt dans des profils IEP et avec des IEP qui proposent des masters spécialisés sur coopération internationale, organisation internationale, etc. Mais je ne vais pas vous refaire du Bourdieu, quoi. Tendanciellement, qui rentre dans ces institutions, ce qui fait que ça contribue au moins au niveau des sièges et des fonctions à responsabilité à une forme d'homogénéisation des cursus de formation et une tendance à l'homogénéisation socio-culturelle des postes, des personnes qui exercent les postes à responsabilité en ONG, ce qui ne va pas de soi quand on est une organisation non gouvernementale qui intervient à l'international. Ensuite, il y a des structures parallèles qui sont très créditées, notamment une, ce qui me fait frémir, en tout cas dans le cas français, c'est que c'est payant, mais c'est cher, donc ça fait un ticket d'entrée. Mais par exemple, faire un cursus IEP avec master en organisation, en ONG, etc., et compléter ça par une formation chez Bioforce, ça sera un très gros ticket d'entrée dans le monde humanitaire parce que c'est hyper crédité. Alors pour des tas de raisons, c'est qu'après si vous faites le réseau, vous regardez les dirigeants de Bioforce, c'est d'anciens dirigeants humanitaires, d'anciens présidents, etc. Donc c'est des logiques parfois aussi clientélaires, je le déplore. Mais voilà, un profil IEP qui complète ça avec
Bioforce, c'est très bien. Ça ne suffira pas. L'un des tickets d'entrée, c'est 2 ans d'expérience, très souvent. Donc je ne saurais trop vous conseiller stage, 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 dès que vous en avez l'opportunité. Et ne pas hésiter non plus à montrer que vous avez, malgré tout, ça reste important dans votre construction de la construction de soi, dans votre construction de soi, que vous avez des engagements. Et donc, moi je sais que c'est des choses que je regarde, c'est voilà, est-ce que j'ai face à moi quelqu'un voilà, qui a eu des engagements associatifs, qui a fait des maraudes, enfin voilà, qui a un rapport au monde investi, je dirais. On attend le micro normalement, je crois. Merci. Donc déjà, merci de votre présence et de votre intervention qui était très très intéressante. Moi j'ai une question sur la Birmanie. Elle n'est pas totalement innocente entre guillemets parce qu'on organise une autre conférence sur ce sujet dans 2 semaines. Sur le cas, je ne sais pas si vous en avez, je pense que vous en avez entendu parler, de la Love Army. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que ça traduit pour vous? Alors, attendez, qu'on parle de la même chose. La Love Army, c'est ce jeune homme qui a levé en un temps record avec l'appui d'Omar Sy. Tout à fait, et d'autres personnes du net et de YouTube. Et je crois qu'il y avait jusqu'à 52 000 donateurs. Il y a eu un nombre de retweets absolument incroyable. Enfin, voilà, donc j'aimerais juste savoir quel est votre avis là-dessus. Est-ce que c'est... Enfin voilà, c'est pas bien ou pas bien, mais voilà, juste votre avis. Mon avis, c'est que c'est novateur et que les ONG auraient bien tort de ne pas réfléchir à ce type d'initiative. En revanche, je suis plus circonspect sur la suite. C'est-à-dire que entre un coup comme ça et dans des situations où il est nécessaire de s'inscrire malgré tout dans la durée, est-ce que cette Love Army va pouvoir s'inscrire dans la durée ? Je ne sais pas. Quelle est la traçabilité des fonds? Moi, je veux bien, mais qu'on nous dise où vont les fonds. Moi, j'ai quand même, et je ne suis pas le seul, dans les grandes ONG, MSF, etc., on a des comptes à rendre. Vous pouvez aller consulter sur nos sites le rapport financier, le rapport moral d'activité, la Cour des comptes nous audite, etc. Donc, on sait où va l'argent. Donc là, moi, j'ai un problème un petit peu de transparence. Et puis, il y a quand même, quoi qu'on en dise, dans les camps au Bangladesh, on ne s'improvise pas complètement humanitaire, malgré tout. Il y a quand même des compétences à avoir. Par exemple, moi, je n'ai pas une visibilité très claire sur les dispositifs que met en place ce mouvement. Est-ce que c'est des distributions alimentaires? Si oui, comment? Parce que parfois une distribution alimentaire, ça peut se révéler pervers, ça peut avoir des effets pervers. Est-ce que c'est de la construction de bâtiments? Ah, très bien, mais la construction de bâtiments, ça peut se révéler pervers aussi. Donc voilà, je dirais que sur le mécanisme marketing, rien à dire, chapeau bas, et tant mieux, si ça permet de sensibiliser des gens. Après, il y a quand même une question de redevabilité. Je suis très circonspect sur la redevabilité. Il me semble, ce que j'avais vu, qu'ils travaillent avec des associations locales, plus que, je pense pas que c'est un peu différent, c'est peut-être une humanitaire, mais ils sont beaucoup en lien avec des associations locales. Okay. Comment ils sélectionnent ces associations locales? Et oui, comment on sélectionne une association locale? Parce que là encore, vous avez des groupes, vous savez, c'est comme les ONG, c'est une nébuleuse, on ne sait pas toujours parfaitement de quoi il s'agit. Et encore une fois, moi je suis pas, je dis, je suis circonspect, donc j'ai pas c'est ni négatif ni positif d'une certaine manière. Wait and see. Et si effectivement ils ont des logiques où ils sont parvenus à s'appuyer sur des partenaires qui sont pertinents, avec des programmes qui sont pertinents et qui aient une redevabilité vis-à-vis de leurs donateurs, pourquoi pas? Voilà, je veux dire, pourquoi pas. Mais c'est un peu tôt pour le dire. Juste savoir ce que vous aviez à en dire. Alors que, les chiffres que donne Jérémy Ferrari ne sont pas toujours les bons, mais il y en a qui sont bons. Ce qui veut dire qu'il a une taupe en interne, déjà. Mais je ne suis pas comme dans les vestiaires de foot, c'est-à-dire que j'ai autre chose à faire que de faire une traque à la taupe, il faut trouver la taupe, etc. J'ai bien mieux à faire. Et les personnes
qui sont en contact d'Action contre la faim et les personnes qui souffrent sur le terrain ont bien mieux à faire que d'écouter Jérémy Ferrari. Oui, il y a en gros une enveloppe de 40 millions de réserves. La plupart des ONG ont des réserves, et y compris la plus grosse, MSF, qui est sans doute celle qui a les plus grosses réserves. Mais pourquoi il y a des réserves? Il faut que M. Ferrari se pose les bonnes questions. D'une part, il y a quand même un droit français du travail. Qu'est-ce qui se passe si, pour X raisons, je suis déficitaire et que je dois mettre la clé sous la porte? Je dois pouvoir payer les indemnités que je dois à l'ensemble des salariés. Il y a quand même, donc c'est un risque financier que, d'une certaine manière, je dois couvrir. Deuxième élément, j'ai une urgence non prévue. Mais c'est toute la force d'une ONG comme Action contre la faim, c'est que c'est une ONG qui, grâce à ses réserves, et toutes les ONG plus petites n'ont pas ça, est en capacité, tac, dans l'heure qui suit, si on le décide, de débloquer ce fonds, une partie de ce fonds, pour aller répondre à une urgence non prévue. Si vous n'avez pas de réserve, comment vous faites pour répondre à des logiques d'urgence non prévues? Donc moi, ce que je propose j'ai pas encore eu le temps de le contacter, pourtant ça fait 2 ans que chaque fois on me pose la question, mais j'ai très envie, et s'il nous écoute, sinon vous lui passerez le message, j'ai tout simplement envie de l'inviter sur le terrain et de lui montrer concrètement ce qui se fait. Je crois que c'est peut-être la meilleure réponse. Ça n'empêche pas que les ONG, encore une fois, moi j'ai tendance à dire que les ONG sauvent des vies concrètement. Qu'on me démontre le contraire, j'aurais du mal à y croire. En revanche, que comme tout acteur, ça puisse produire des effets pervers, oui. Il y a des effets pervers de l'action humanitaire. Je suis tout à fait prêt à en discuter avec M. Ferrari. Après, je trouve un peu facile de pasticher les ONG. Je ne sais pas si M. Ferrari a déjà vu mourir quelqu'un du choléra sous ses yeux, ou ce type de choses. Et c'est pas pour faire du pathos, mais je pense qu'il faut l'intégrer dans son discours. Et puis déconstruire les chiffres, essayer de comprendre pourquoi il y a une logique de réserve. Mais voilà, moi je suis ouvert au dialogue, donc Jérémy, si tu nous entends, tu es bienvenu. Alors à l'époque où j'ai couru contre la faim au collège, la nourriture que vous distribuez le plus aux populations qui étaient en état de malnutrition, c'était un petit sachet de Plum Peanut, dont le simple sachet permettait de nourrir à hauteur de 500 calories, et donc c'était très efficace contre la malnutrition. Et je me suis renseigné un peu au fil des années sur ce petit sachet-là, parce que j'ai fait mon TPE sur l'huile de palme. Et dans les ingrédients de ce petit sachet, il n'y a pas marqué huile de palme, mais il y a marqué huile végétale. Et donc je me suis renseigné aussi sur ce que ça veut dire huile végétale, sur le marché des ingrédients. Et ça veut dire généralement huile de palme en fait. Et donc j'aimerais savoir si vous distribuez toujours ces sachets, et si vous pouvez me confirmer qu'il y a de l'huile de palme là-dedans. C'est important. Et oui, c'est important parce que vous avez dit tout à l'heure, alors c'est pas pour vous piéger non plus, mais vous avez dit tout à l'heure, nourrir c'est faire une agriculture familiale et durable. Et aujourd'hui, la culture de l'huile de palme, ce n'est ni une agriculture familiale, ni une agriculture durable. Alors, sur le fait que l'agriculture de l'huile de palme, c'est ni familial, que ça contribue à des logiques de déforestation, de déplacement de population, tout ce que vous voulez, on est parfaitement d'accord. Il faut quand même avoir en tête, je ne sais pas quel âge vous avez, mais que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a aussi des prises de conscience progressives, comme dans toute organisation. Et donc, la prise de conscience que l'huile de palme produisait des effets pervers, ça a été long. Aujourd'hui, on est sur des logiques beaucoup plus mixtes. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a plus jamais d'huile de palme dans les Plum Peanut, parce que parfois, dans des logiques d'urgence, vous êtes bien obligé de prendre et de répondre à l'urgence. Mais on essaie de développer des kits où il n'y a plus d'huile de palme. Il nous arrive en situation d'urgence de faire appel aux personnes qui produisent ces Plum Peanut. De temps en temps, il y en a encore qu'on produise avec de l'huile de palme, mais quand vous avez une situation d'urgence, c'est une question éthique. Mais maintenant, on est plus mesuré aussi sur le Plum Peanut, parce que ça va dépendre des situations.
C'est-à-dire que vous avez des situations où en fait, vous apercevez que les populations n'utilisent pas le Plum Peanut et vont le revendre. Que le Plum Peanut va être tellement partagé qu'il en devient inefficace. Et donc il faut trouver d'autres solutions. Donc c'est pas le... ça c'est beaucoup plus diversifié. Mais par exemple, vous allez me dire, ouais, vous utilisez des médicaments, c'est dégueulasse parce que l'industrie pharmaceutique, elle pratique des prix qui sont inqualifiables et qui, d'une certaine manière, empêchent l'accès aux médicaments à un certain nombre de populations, en particulier en Afrique. Vous auriez raison. Mais en situation d'urgence, j'ai besoin de médicaments. Mais je ne l'ai pas dit. Merci. Mais rassurez-vous, il y a un effort qui est fait considérable pour essayer d'avoir une traçabilité des produits. Après, c'est pas toujours faisable dans la pratique. C'est plus complexe. Mais oui, on a pris conscience. Un peu tardivement, je suis d'accord. Comment vous faites pour sélectionner vos nouvelles zones d'intervention? Parce que j'imagine que des urgences, il y en a tout le temps et partout. Donc est-ce que c'est des ONG locales qui font appel à vous? Est-ce que c'est une population, des gouvernements? Comment vous choisissez vos Ça peut être des gouvernements qui font appel à nous. Par exemple, la Corée du Nord a fait appel à nous. Et beaucoup d'ONG ont accepté. Hein. Nous, on n'a pas accepté. Mais ça a été un vrai débat. En Corée du Nord, vous avez des enfants qui sont malnutris, chroniques et aigus parfois, sévères aigus. Mais on est face à un totalitarisme avec des camps de concentration. Donc nous, on a dit, on est prêt à venir, mais on veut la liberté de circulation. Liberté de circulation, ça voulait dire on va dans les camps. Ça a été accepté, on n'y va pas, mais c'est un vrai dilemme éthique, parce qu'on n'y va pas. Et qu'il y a quand même des gamins qui souffrent de la faim en Corée du Nord. D'autres ONG ont fait d'autres choix. Donc ça peut être un gouvernement. On va décider parfois, parce que c'est une catastrophe naturelle, et que l'ampleur des dégâts fait que il faut une mobilisation globale pour, au moins temporairement, arriver à juguler un certain nombre de cas. Et là, on essaye de se coordonner avec la plupart des grosses ONG, même si on ne peut pas se coordonner avec la myriade de structures qui se disent ONG. Malheureusement, on n'en a pas la capacité. Ça peut être de notre propre fait, parce qu'on a des témoignages qui nous remontent du terrain, etc., et qu'on s'aperçoive. Il y a toujours dans ces cas-là une équipe de repérage, je dirais, qui va aller vérifier sur place. Mais si on s'aperçoit qu'on est face à des populations effectivement touchées, on peut faire le choix politique d'y aller. Il peut y avoir des cas aussi où c'est orienté parce que, et ça pose plein de questions d'ailleurs, parce que les bailleurs de fonds institutionnels flèchent un financement sur un pays et qu'on se dit, bon, ça fait sens, on répond à cet appel. Ce qui ne va pas de soi, évidemment, sur le caractère non gouvernemental, dans quelle mesure on n'est pas aussi les acteurs d'une diplomatie parallèle. Nous sommes les acteurs parfois d'une diplomatie parallèle, mais je dirais que là où on garde une indépendance, c'est que on a suffisamment de bailleurs institutionnels pour pouvoir dire non à un quand on n'est pas d'accord avec. On a suffisamment de partenaires privés pour pouvoir dire non à un. Et on a cette indépendance financière que, semble-t-il, Jérôme Ferrari critique, mais qui nous permet de faire nos choix politiques en dehors, si on le souhaite, de bailleurs. C'est aussi ça, finalement, les dons. La garantie, d'une certaine manière. Parce que quand un bailleur vous donne de l'argent, c'est fléché et vous devez le dépenser. Mais quand vous donnez, il y a deux modalités de don. Il y a le don affecté. Vous êtes donatrice et vous dites « je veux que ça aille à Haïti ». On se doit de mettre votre argent sur Haïti. Et puis, il y a le don non affecté, où vous dites, voilà, moi je fais confiance à une ONG comme Action contre la faim pour réfléchir à ce qui est le plus pertinent. Et c'est ce don-là qui nous permet justement l'indépendance.